Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, en ce lundi matin, après un beau week-end, après surtout un beau samedi après-midi à 17h, il y avait le soleil, la température était idéale et puis il y a eu une très très belle victoire surtout de l'Olympique de Marseille contre Saint-Etienne, 5-1. On a livré une prestation très très solide, on a pris beaucoup de plaisir. Je suis très content là de vous retrouver parce qu'on va pouvoir rentrer dans cette semaine tout doucement qui va nous emmener jusqu'à samedi 21h05 et ce match contre Auxerre 20h05 même, parce que la prise d'antenne, on vous rappelle, sur le Phocéen sera à 20h05, 4 heures de direct comme d'habitude pour ce match-là. On ne change pas les bonnes habitudes et donc on est bien, même si je voyais certains dans le chat là déjà dire les concurrents ne lâchent pas. Et oui, les concurrents ne lâchent pas. Ils ont tous gagné là hier, les gros, que ce soit Monaco là qui a fait le carton contre le FC Nantes, 7-1. Il y a eu également Lille qui a gagné contre Rennes hier. Ça, c'était pas forcément évident, mais ils ont gagné contre Rennes 2-0. Même si Lille est un peu loin, reste à 8 points, mais quand même, moi je les compte quand même toujours dans les concurrents. Lyon a gagné, ça m'embête aussi parce que j'aimerais bien qu'ils descendent un peu plus bas. Et puis voilà. Et puis Nice aussi a battu le Havre, donc ça va. On n'a pas forcément gagné de points sur eux, mais en tout cas nous on a livré vraiment une belle prestation, donc ça c'est positif. Et il faut voir aussi nous la dynamique qui continue, et ça c'est vraiment le positif. C'est vrai, mais d'habitude on perdait, nous dit Diana. Bon, c'est un peu vrai. C'est vrai que souvent on prenait pas le large. Là vraiment on sent qu'on est en train d'avoir aussi la main mise sur ces rencontres là. Il va y avoir un match contre Auxerre, ça va être plus dur contre Auxerre quand même, qui est une équipe un peu plus dure à manœuvrer, même s'il faut le rappeler, Auxerre reste sur 10 matchs sans victoire en Ligue 1, donc même si c'est une bonne équipe de cette saison, de ce championnat, qui arrive à faire de belles choses, c'est une équipe qui a du mal à gagner ces derniers temps, donc normalement au vu des dynamiques on doit quand même l'emporter, même si ça sera un match, je le répète, plus dur que contre Saint-Etienne et Angers. Mais écoutez, je vais prendre pas mal de questions parce qu'on le rappelle, nouveau format pour ceux qui nous rejoignent et qui n'en ont pas l'habitude. Donc 15 premières minutes, l'OM en question. Donc là, je vais prendre vos questions dans le chat et puis je vais y répondre. On fera un petit décryptage avec un thème choisi. Aujourd'hui, on parlera d'Amir Murillo. Je vous dirai un petit peu ce que je pense d'Amir Murillo, le sous-côté ou pas de cet Olympique de Marseille, de cet effectif. Et puis la troisième partie, à vous la parole, où on prendra les appels comme désormais vous en avez l'habitude, et à la fin le petit temps additionnel pour les abonnés et les plus fidèles des fidèles. Tiens, le Duc de Mars, je suis le seul à penser que Dedić ça va faire une Radonjic. Eh ben écoutez, moi, son entrée en jeu, alors j'ai vu beaucoup de personnes s'enflammer un petit peu sur son entrée en jeu. C'est sûr que en termes de vitesse, de percussion, on sent que ça peut être intéressant. Après, attention, je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Donc, mais je vois aussi des carences et de grosses carences défensives. On l'a vu sur le but, notamment de Saint-Etienne, où il se fait déborder trop facilement, à mon sens. Donc voilà. Après, c'est sûr que par rapport à Merlin, il n'a pas les mêmes qualités, Merlin, que Dedić. Dedić, c'est un joueur un peu plus rapide, peut-être un peu plus dribbleur aussi, mais son entrée contre Saint-Etienne m'a pas forcément emballé au point de me dire ça va être un joueur extraordinaire, quoi. C'est pas mal. Après, faut pas non plus abuser. Je pense que tu dis Radonjic, bon, je pense pas que ça ferait une Radonjic. Je pense que non, ça a l'air d'être un joueur quand même, un bon petit joueur, mais je vais pas m'enflammer. J'attends de voir encore avant de vraiment me prononcer sur ce profil-là. C'est un profil qu'on connaît très peu, donc voilà. Mais son entrée en jeu, autant j'avais beaucoup aimé ces 15 premières minutes contre
contre Angers, mais là contre Saint-Etienne, il y a eu du bon, mais beaucoup de moins bon aussi, surtout défensivement. Tiens, je vois Samouraï dans le chat qui me dit YouTube, qui me dit défensivement il est un peu à la ramasse. C'est vrai que là, surtout sur le but de Saint-Etienne, mais il y a eu 2-3 situations où c'est passé un peu de son côté. Tiens, c'est Foufa qui me dit Slim, as-tu déjà vu Merlin provoquer en 1 contre 1? C'est le plus gros reproche que je lui fais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est ça. Après, c'est pas le même joueur. C'est vrai que c'est pas Quentin Merlin, c'est pas forcément le joueur qui va aller provoquer, qui va aller éliminer comme Dedic peut le faire. Après le match de Quentin Merlin, moi il m'a déçu sur les 30 derniers mètres. Je trouve qu'il a beaucoup une belle activité, beaucoup d'envie aussi sur ce match-là. Ses appels parfois sont bons aussi. Il arrive à se procurer quelques situations, que ce soit de centre ou des occasions devant le but, qui terminent mal. Mais c'est vraiment dans le dernier geste, moi, qui lui manque. Je trouve encore un peu de qualité où il doit progresser. Après, ça reste un jeune joueur aussi, Quentin Merlin. Il y en a certains qui veulent déjà l'enterrer. Moi, je crois plutôt en lui, mais il faut qu'il s'améliore un petit peu dans ses prises de décision dans les 30 derniers mètres, parce que c'est vrai que contre Saint-Etienne, moi ça m'a déplu. Je l'avais noté, j'avais envoyé mes notes à Idriss, je l'avais noté à 5,5 parce que pour moi c'est pas suffisant ce qu'il a fait contre Saint-Etienne, et surtout quand tu te dis l'année prochaine on va jouer des équipes un peu plus fortes, notamment en Coupe d'Europe. Tu as besoin d'avoir aussi des latéraux très fiables et très, très performants. Donc là, Quentin Merlin me déçoit parfois sur cet aspect offensif. Autant je trouve que défensivement, il a progressé. Si on doit faire le comparatif, tu vois, avec Dedic, je trouvais qu'on était plus sûr défensivement avec Quentin Merlin. Notamment, on pense à son retour là en première période, quand Balerdi là s'est fait prendre sur le contrôle orienté le Stéphano a été lancé en profondeur et Cornelius était dépassé. C'est Merlin qui fait le retour. Sinon, ça fait un face à face. Donc non, franchement, défensivement, je trouve qu'il a progressé, mais c'est offensivement où là, je trouve un petit peu en déficit. D'ailleurs, la main de Dante qui donne pas penalty au Havre, Walid Basili, j'ai pas regardé le match Le Havre-Nice pour tout vous dire hier. J'étais en off, donc j'ai coupé un peu, donc j'ai pas vu ce penalty là, mais j'ai vu que ça en a parlé pas mal. Tiens, Le Goff, tu as vu la polémique sur la personne de VAR anti-OM. Alors c'est un opérateur VAR. L'opérateur VAR, c'est celui qui propose les ralentis aux arbitres. Donc bien sûr, j'ai vu la polémique et l'enquête rondement menée par le compte X Massilia Zone, qui a été très très bien menée. Je l'ai lu ce matin, on en a fait un article d'ailleurs sur le Phocéen. C'est vrai que ça pose question un petit peu cette personne qui est anti-OM. Il l'a affiché notamment sur ses réseaux sociaux, se moquant parfois de l'OM également, s'affichant avec des maillots du PSG. Et surtout, ce qui est... Alors tu te dis, bon, normalement il doit faire son taf, il doit rester professionnel, même si on a tous, je pense, il y a tous les arbitres ont une préférence, tous les arbitres aiment le foot, donc ont sûrement supporter des équipes plus jeunes, donc ont une certaine affinité avec certains clubs. Moi, je me fais pas d'idée là-dessus. Mais après, tu peux rester professionnel. C'est comme quand tu es journaliste, tu peux être supporter et puis après, tu essayes d'être objectif un maximum. Là, aujourd'hui, c'est surtout les matchs où il a officié. Il y a toujours eu des polémiques, et notamment, et c'est vrai que Massilia Zone a fait une très très belle enquête, mais n'en a pas parlé. Mais c'est sur le match contre Lille. Massilia Zone note 2 erreurs, un oubli de penalty sur Højbjerg notamment et sur potentiellement sur Jonathan Rowe. Mais ils oublient de dire que sur le but lillois, il y a un blocage fait par André, il me semble,
où là justement l'opérateur VAR peut intervenir dans le sens où il peut proposer ce ralenti là qu'il a sûrement vu, proposer ce ralenti là où on voit le blocage de André sur Balerdi, sur le but de Diakité, l'égalisation de Diakité. Donc là ça a une vraie conséquence. Il y a eu d'autres polémiques également sur il officiait lors du OM PSG avec le carton rouge d'Harit. Là aussi ça pose question. L'OM avait demandé avait effectué des recours notamment par rapport à ces opérateurs VAR, avoir un peu plus de précision. C'est resté sans réponse, donc c'est vrai que ça peut poser question. Après honnêtement, l'opérateur VAR n'a pas forcément trop d'incidence sur les décisions généralement. Alors c'est vrai qu'il propose, comme j'ai dit, les ralentis, mais c'est vrai, en tout cas sur les matchs où il a officié, il y a toujours eu des polémiques, donc c'est ça qui n'arrange rien à son histoire, à ce garçon-là. Donc, mais en tout cas, bravo à Massiliazone pour cette enquête qui a été menée, qui va peut-être faire bouger un petit peu les choses. Oui, exactement. Ocorn, il n'a aucun pouvoir décisionnaire, il obéit juste à l'arbitre à côté de lui. Oui, après il propose, c'est lui qui propose. Il n'a pas de pouvoir de décision, ça c'est vrai. Après, c'est lui qui propose des angles et les ralentis. Donc ça a quand même une incidence, notamment là, je le dis surtout sur le match contre Lille avec ce ralenti là qui n'a pas été proposé. Il y a eu également le match contre Lyon avec la main sifflée de Rongier où il y avait un hors-jeu avant. Donc tu vois, il y a eu quand même pas mal de matchs où il y a eu polémique. Après on va voir. Faut pas non plus aller plus loin là-dessus, mais après, mais je comprends que ça puisse déranger, moi, certains supporters. Quand tu vois que moi, je pense que des supporters du PSG n'auraient pas apprécié de voir un opérateur VAR fervent supporter de l'OM qui s'affiche avec le maillot de l'OM et qui se moque du PSG à chaque élimination du PSG en Ligue des Champions, par exemple. Je pense que ça aurait pas plu. Donc voilà. Mais après, voilà, comme tu dis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'incidence. Gouiri incroyable, Massilia 25. Ouais, non mais Gouiri il a fait un très très bon match, impliqué sur 4 buts sur 5, donc c'est quand même pas mal, presque les 5 buts, parce que c'est même lui qui a le face à face là face à Gauthier Larsonneur sur le but de Murillo, donc il est presque, ouais, on peut dire, impliqué sur les 5 buts, même si sur cette occasion il peut peut-être mieux faire, mais ces 2 buts en tout cas, surtout le premier. Alors le deuxième, c'est un piqué bien exécuté, mais le premier but, il est absolument magnifique. Cette frappe là, pleine lucarne, et adaptation éclair, ouais, pour Gouiri qui honnêtement, moi j'étais déçu, pas déçu de son arrivée, mais je trouvais qu'à Rennes il progressait plus, il était un petit peu, il avait un petit peu perdu le fil de sa carrière, mais là en tout cas on retrouve le très bon Gouiri, ça fait plaisir. On va l'attendre évidemment sur la continuité. Bon les gars, il est 11h14, on va faire la première coupure pub de cette émission avant de passer à la partie suivante. Et ben on va lancer la pub tout de suite. Donc la pub est lancée, c'est parfait, et on va pouvoir continuer à débriefer. Pour ceux qui n'ont pas la pub, c'est que vous êtes abonnés ou c'est que vous avez pris le live un peu plus tard. Donc voilà, on va pouvoir continuer les petits débats en attendant avant de passer à la partie suivante. Fefou qui me dit la rumeur Greenwood au PSG. Pas possible, j'ai pas vu cette rumeur passer. Alors peut-être que c'est tombé là pendant l'émission, mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dark Knox, tu as plus d'infos pour Ramos et la défense pour Auxerre. Alors pour l'instant, Ramos, moi, ce qu'on m'avait dit samedi, c'est qu'il était blessé et qu'il n'y avait rien de trop grave. Ça, c'était pendant le match, enfin avant et pendant le match qu'on m'a dit ça.
Après, en conférence de presse, la question a été posée à Roberto De Zerbi. De Zerbi a dit qu'il y avait un problème et que ça allait être examiné en profondeur ce lundi ou ce mardi. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais moi, je pense pas qu'il sera dans le groupe forcément pour Auxerre. En tout cas, à mon avis, ça sera compliqué qu'il soit titulaire sur ce match-là, sachant qu'il n'a pas eu une minute de jeu depuis son arrivée. Le lancer comme ça contre Auxerre, alors qu'il est en manque de rythme, ça me paraît un petit peu improbable. Donc va falloir suivre ça de près, mais normalement c'est pas trop grave, hein, ça sera pas trop grave. Je pense qu'il y aura peut-être une semaine encore d'absence pour Ramos. Il faudra patienter un petit peu de son côté. Ben écoutez, qui peut jouer libéraux dans cet effectif? Rongier? Non, moi Rongier en fait je le vois pas à la place de Balerdi, honnêtement, même si dans la relance, quand t'as le ballon, oui, il pourrait tout à fait jouer ce rôle-là. Mais après, tu vois, dans les duels aériens, je le vois pas être capable d'occuper ce rôle-là. Limite pour Rongier, peut-être à la place de Højbjerg. Højbjerg pourrait peut-être plus effectuer ce rôle-là, mais moi je vois vraiment une charnière classique avec Cornelius, Kondogbia et Murillo. Je pense que ce sera ça. On aura le temps de toute façon d'y revenir, hein. On a toute la semaine avant de voir ça. Bon bah écoutez, la petite pause de réclame. Tiens, j'avais envie de le dire. La petite réclame est terminée. On va passer à la partie suivante, le décryptage.